Webinaire s'intitule la RSE, point d'interrogation. C'est vraiment un atelier webinaire, je dirais, de découverte sur ce que c'est que la RSE pour l'avenir de toutes les entreprises. Je dis bien toutes les entreprises, c'est-à-dire que aujourd'hui, mes clients, ce sont aussi bien des indépendants, des solopreneurs, comme on dit souvent, Mhm. jusqu'à des TPE, des PME. Moi, je vais jusqu'à 150-200 personnes. Hein. Au-delà, c'est beaucoup plus spécifique. Il y a beaucoup des besoins de reporting qui sont longs et fastidieux et qui m'intéressent moins. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, un petit mot sur qui je suis. Hein. Donc, Laurent Courdavaux, je fais partie du cabinet Néo Coach. Je suis coach, j'ai une formation de coach. Coach, consultant, formateur également. Hein, le cabinet Néo Coach est certifié Calliope, ce qui fait qu'on fait aussi des formations qui sont certifiantes et qui peuvent être financées par les OPCO pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Voilà, moi, ça fait un peu plus de 4 ans, bientôt 5 ans, je suis chez Néo Coach, que je suis formé au coaching. J'ai travaillé avant dans une grande entreprise pendant un peu plus de 25 ans dans l'industrie. Dans dans les fonctions de marketing, de développement commercial. Et aujourd'hui, je m'intéresse plutôt aux TPE, PME et indépendants, comme je l'ai dit. Et en fait, j'avais déjà une touche RSE, je dirais, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et je me suis formé à la RSE, ça fait 3 ans et demi maintenant. Et on a décidé, au sein de NeoCoach, de mettre en place des formations et des ateliers adaptés, justement, à notre public. Voilà qui je suis rapidement. Donc, cabinet néo-coach, voilà. Alors, je vais directement sur la définition de la RSE. Hein. Je vous invite à réfléchir un peu, qu'est-ce que c'est que la RSE pour vous? Bon, le sigle déjà, je le lis parce que c'est pas écrit finalement. Je parle du postulat que c'est connu, mais très souvent on confond. C'est-à-dire que RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Souvent, et j'ai fait une enquête il y a un mois à peu près, où il ressort qu'il y a quand même encore un bon tiers des entreprises qui pensent que le E, c'est plutôt lié à l'environnement et qui voient la RSE comme euh, quelque chose qui est bon pour l'environnement. Hein. Ce qui est juste, on va le voir en partie, mais ce n'est pas uniquement ça. Hein. Et c'est important de voir qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça, la RSE. Alors ici, je vais présenter la définition internationale suivant l'ISO 26000. Hein, et vous voyez le logo ici, ISO 26000, qui est une norme qui est sortie en 2010, donc internationale, hein, c'est vraiment le I pour international, qui n'est pas une norme certifiante. Hein, à partir du moment où ça finit par un zéro, ça veut dire que c'est juste une norme qui va donner des lignes directrices, des façons de faire, un cadre, donc ce qui est important, mais on ne peut pas être certifié ISO 26000. Ça n'existe pas. Enfin, certaines personnes le pensent, c'est tort, mais ce n'est pas le cas. En revanche, c'est là-dessus, sur cette norme, que je m'appuie pour, quand je vais justement dans une entreprise, aller mettre en place une politique RSE. Donc la définition, avec des mots forts, donc c'est la responsabilité d'abord d'une organisation au sens large. Donc le E, c'est valable pour entreprise, on parle parfois de RSO, responsabilité sociétale des organisations. Donc ce qui veut dire que ça touche aussi les pouvoirs publics, hein, des mairies, des communautés de communes, pourquoi pas des associations. Et il y a des associations qui sont très très grosses, hein, et qui fonctionnent un petit peu comme les entreprises, donc ça s'applique également. Alors, c'est la responsabilité vis-à-vis des impacts. On parle souvent des impacts, impacts positifs ou négatifs. Très souvent, c'est un petit peu négatif, je dirais, des décisions et des activités sur la société au sens large et sur l'environnement, qui se traduit par un comportement transparent et éthique. Donc, transparent et éthique, ce sont deux mots vraiment forts qui, pour moi, reflètent l'état d'esprit déjà de la RSE. Hein, c'est important qu'on soit sur cette base-là. Quand je viens mettre en place une politique RSE dans une entreprise, je m'attends et j'ai de ma part déjà un comportement transparent et éthique et je m'attends à ce que mon client soit dans l'état d'esprit. Ça, c'est la première chose. Alors, on contribue au développement durable. Le développement durable, il y a une définition très simple qui a été donnée, que je vais paraphraser, hein, je ne connais pas la définition par cœur. En fait, c'est de dire, euh, c'est la capacité d'une génération à se développer, si on est là pour se développer, hein, il ne s'agit pas de faire la décroissance, par exemple, mais de façon durable, c'est-à-dire, on va mettre en place un développement de nos sociétés, mais sans compromettre les générations futures. C'est ça que ça veut dire. Hein.
Voilà, on construit des choses, des produits, des maisons, on a des innovations, et ça, c'est très bien, c'est normal. L'être humain, il est fait pour ça. Par contre, il faut penser aux générations futures et ne pas, comment dire, affaiblir les ressources, polluer la planète de façon à ce qu'il y ait, plus tard, les générations futures ont encore plus de mal. C'est ça le développement durable, hein. Et donc, on parle de la santé, le bien de la société. Ça, c'est la première chose, c'est le premier cadre. C'est très important. Ensuite, qui prend en compte les attentes des parties prenantes. Alors, ce qu'on appelle les parties prenantes, quand on est une société, une entreprise, c'est en fait, d'abord ses salariés, si on en a, ou les dirigeants, ça peut être des actionnaires, ce sont les clients, bien sûr, les fournisseurs, tous les prestataires, ce sont les banques, ce sont les assurances, ça peut être les comités des normes si on est lié à un comité des normes, des syndicats. C'est vraiment l'ensemble des acteurs avec lesquels on est amené à travailler, hein, pour que notre entreprise puisse fonctionner. Alors pourquoi c'est mis également ici? Parce qu'en fait, quand on met en place une politique RSE, c'est pas juste se dire, mon entreprise, voilà, j'ai des impacts, je les limite, très très bien, et je m'arrête là. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on a des clients, des fournisseurs, avec lesquels on travaille, avec lesquels on interagit, et qui ont peut-être même des attentes. Alors, a fortiori, quand on est indépendant aujourd'hui et qu'on se demande, on pose souvent la question, mais la RSE, est-ce que c'est fait pour moi? Bah oui, c'est fait pour vous, et peut-être que vous avez des clients, enfin, c'est pas peut-être, vous avez probablement des clients, donc des parties prenantes, qui attendent de vous que vous ayez un comportement responsable, parce que eux-mêmes sont dans une politique RSE. Donc, rien que ça, c'est prendre en compte les attentes des parties prenantes. Ensuite, troisième chose qui respecte les lois en vigueur, et bien sûr les normes internationales. Alors c'est la base, hein, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Dans certains aspects de la RSE, ben, on ne respecte pas toujours la loi, peut-être parfois sans la connaître, hein. Euh, il y a énormément de lois qui sont liées à la RSE, au social, à l'environnement. Il y en a beaucoup en France. Alors bien ou pas bien, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet, hein. Parfois, il faut être un peu coercitif, ça c'est mon avis personnel. En tout cas, on en a beaucoup, et parfois en France, on est à l'initiative de pas mal de lois qui concernent les RSE. Et on en a beaucoup plus en Europe, dans l'Union européenne, que dans le reste du monde. Donc là, de même, hein, bien, pas bien, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est un constat, hein. Et d'ailleurs, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a des normes qui sont mises en place en Europe qui n'existent pas aux États-Unis, par exemple, ou en Asie. Donc là, quand on va travailler à l'international, il faut avoir conscience de ça. Et enfin, ce qui n'est pas négligeable, hein, la RSE est intégrée dans l'ensemble de l'organisation. Alors, quand on est indépendant, solopreneur, bon, ça c'est facile, hein. Par contre, quand on commence à être une PME avec un certain nombre de salariés, c'est important que tout le monde soit embarqué dans l'aventure, hein. On parle d'une aventure souvent, hein. C'est-à-dire que quand moi je vais mettre en place une politique RSE dans une entreprise, je m'assure que le dirigeant a informé et même formé, on le verra après, l'ensemble du personnel. Voilà. Donc ça, c'est la définition internationale suivant la norme ISO 26000, telle qu'elle apparaît. Alors, je vais aller un peu plus loin maintenant. On a coutume de dire il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'environnement. C'est pour ça que souvent le E, on pense que c'est l'environnement. Ensuite, un pilier social et un pilier économique. Hein, c'est important de savoir qu'une entreprise, bah, forcément, il y a le volet économique, il y a tout ce qui est rentabilité, qui est quand même vital pour l'entreprise. Eh ben, il y a un pilier économique dans la RSE. Donc maintenant, si on détaille le périmètre, hein. Alors, donc je mets au centre le périmètre. On va voir, suivant la norme ISO 26000, comme vous revoyez le symbole en haut à gauche, on a 7 chapitres. Le premier chapitre, qui est également le premier pilier, c'est l'environnement. Donc l'environnement, bah, en fait, je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que ça peut être l'environnement? Alors déjà, quand je suis indépendant, qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être tout simplement mon mode de déplacement, hein. Moi, aujourd'hui, à titre personnel, autant que je peux, alors j'habite près de Grenoble, hein, je suis dans une commune rurale, ce qui fait que je dois souvent prendre ma voiture, parce que c'est pas toujours évident, il n'y a pas beaucoup de transports en commun, mais autant que possible, je prends mon vélo pour aller faire mes courses, hein. Alors, ça m'oblige à faire plusieurs allers-retours, j'ai la capacité de le faire, donc tant mieux.
Je peux aussi prendre les transports en commun, ce qui n'est pas facile quand on est ici dans mon village pour aller à Grenoble. Il faut une demi-heure, hein. Mais en fait, c'est pas plus long que la voiture et très souvent, je prends les transports en commun. Donc, c'est commencer à avoir ce type de réflexion. Et quand je prends ma voiture, bah, je pratique l'éco-conduite. Voilà, par exemple, un exemple très très simple. Donc, dans l'environnement, il y a tout ce qui concerne bien sûr les consommations d'énergie, hein. Et aujourd'hui, c'est un des premiers postes sur lesquels les entreprises vont travailler, alors, ne serait-ce que pour des raisons économiques déjà. Pensez à tout ce qui est économie circulaire, hein. Va penser peut-être à recycler des choses, à recycler des déchets également. Tout ce qui est lié à la pollution. Dans la pollution, quand on a une entreprise qui produit, bah, on a une usine, on voit très bien de quoi il s'agit. Quand on est une entreprise de service, bah, on peut se dire bah, qu'est-ce que je pollue? Bah, moi, je parlerai justement juste de la pollution numérique. Et la pollution numérique, c'est un sujet très important parce que c'est aujourd'hui la pollution qui croît le plus, hein. C'est invisible, on en parle un petit peu de temps en temps quand même, on entend parler des data centers, on entend parler voilà, des masses de données qui sont générées et qui vont consommer de l'eau, notamment. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire, c'est encore aggravé, hein. Donc, la pollution numérique, c'est un sujet qui concerne tout le monde, que ce soit avec nos PC, que ce soit avec nos téléphones, que ce soit cette visio que je suis en train de faire, il y a un peu de pollution numérique quand même, hein, il faut en être conscient. Maintenant, il ne faut pas être non plus être stupide et travailler avec les moyens avec lesquels on peut travailler, pardon, qui peuvent permettre d'optimiser et de pouvoir bah, en fait faire des économies plus tard. L'idée, c'est d'utiliser tout ce qui est numérique, je vais m'arrêter là-dessus, de façon raisonnable. Et c'est un peu comme tout. Et puis enfin, je termine par l'empreinte carbone. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, et c'est pas exhaustif, bien sûr, il y a d'autres choses. Donc, l'empreinte carbone, bah, c'est souvent l'étalon qui est pris pour mesurer, je dirais, l'impact qu'une entreprise a sur l'environnement. Donc moi, je suis formé au bilan carbone et je peux aller dans n'importe quel type d'entreprise. Encore une fois, ça peut être une entreprise de service pour faire un bilan carbone et en déduire des actions qui seront vraiment axées là sur l'environnement. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier social. Dans le pilier social, on a trois chapitres. Premier chapitre qui s'appelle la gouvernance. Alors la gouvernance, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance? La gouvernance d'une entreprise, c'est la façon dont on va prendre les décisions. Donc, alors déjà, c'est donner du sens aux décisions qu'on va prendre, donner du sens à notre activité. Nous, on a coutume chez NeoCoach de commencer à dire, bon, bah, c'est quoi la raison d'être de l'entreprise? Hein, je vais en reparler un petit peu après tout à l'heure dans notre cheminement et la façon dont on travaille. Donc la gouvernance, c'est donc donner du sens, c'est quoi la raison d'être, c'est quoi la collaboration, c'est quoi le mode de décision. On parle de plus en plus de gouvernance partagée. Comment je vais intégrer mes salariés à mes prises de décision, hein. C'est une réflexion à avoir. Ce n'est pas forcément le mieux. Il y a différents types de gouvernance possibles. Moi, je prône quand même souvent le dialogue avec les salariés pour les prises de décision. Après, il faut voir dans quel cadre, hein. Ce n'est pas toujours, pas toujours pertinent. Un autre chapitre, c'est la partie droits de l'homme. Bon, droits de l'homme, alors la France étant le pays des droits de l'homme, on peut se dire bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Parlons par exemple de discrimination en embauche. Aujourd'hui, bah, il y en a encore beaucoup quand même. Et là, ça rentre vraiment dans le droit de l'homme. Là, on est vraiment sur une partie qui est liée à des lois, hein. C'est-à-dire qu'il y a des lois sur lesquelles qu'on doit appliquer et qui ne le sont pas toujours. Alors, c'est en fait, au sens large, tout ce qu'on va mettre en place de notre entreprise par rapport à des minorités, par rapport donc, à la question de discrimination, par rapport au harcèlement, tout simplement. C'est également les questions de parité, d'égalité homme-femme, tout ça. Voilà. Rémunération équitable, hein. Après, qu'est-ce qu'une rémunération équitable? Moi, ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est assez important. Et mettre en place aussi de la diversité. Ça, c'est le deuxième chapitre du social. Troisième chapitre, ce sont les conditions de travail, hein. Alors, les conditions de travail, encore une fois, si je suis indépendant, c'est comment je me mets moi-même dans des bonnes conditions, hein. Moi, par exemple, je me suis acheté un fauteuil qui me permet de pouvoir travailler à mon poste
de façon confortable, sans me faire mal au dos, hein, tout simplement. Après, c'est mon hygiène de vie. Après, ça me regarde, mais je me dis en tant que dirigeant. Par rapport à des salariés, bah, c'est comment s'assurer que ces salariés travaillent dans des bonnes conditions, hein, sachant que ça paraît simple, mais c'est quand même pas toujours le cas. Un salarié qui travaille dans des bonnes conditions il sera plus heureux et il va être plus productif. Il va mieux travailler. C'est la base. C'est tout ce qu'on appelle QVCT, hein, qualité de vie et conditions de travail, qui aujourd'hui dans les salariés, en entreprise en France est très très peu respecté. Il paraît qu'il y a moins de 10% des salariés en France qui sont heureux au travail. C'est quand même très faible, hein. Après, ça ne veut pas dire que les 90% sont malheureux, hein. Il y a une échelle entre les deux. Mais en tout cas, moins de 10% qui sont vraiment heureux d'aller travailler, c'est assez faible, hein. On parle de salariés, hein, d'accord? Donc, c'est tout ce qui est lié également à la sécurité, hein, évidemment. La santé, bon, bah, c'est mettre en place des mutuelles, tout simplement. La sécurité, c'est souvent le numéro un. Toute la partie formation, hein, c'est avoir un plan de formation, hein, c'est obligatoire, hein, mais j'ai remarqué que dans pas mal de sociétés, c'est pas le cas, hein. Former ses salariés, c'est quand même important, pouvoir les monter en compétences, pouvoir faire en sorte qu'ils puissent après travailler ailleurs, pourquoi pas. Toute la partie relations managériales qui peut être liée avec la gouvernance et tout ce qui est avantages sociaux quand on peut le faire. Deuxième chapitre, donc le deuxième pilier, pardon, le social. Le troisième pilier, c'était donc le pilier économique. Donc, on a de nouveau trois chapitres. Le premier, c'est ce qu'on appelle la loyauté des pratiques. Donc, loyauté des pratiques, en fait, c'est tout ce qu'on appelle la transparence et l'éthique des affaires. Donc, derrière, qu'est-ce qui se cache? Il va se cacher toute la partie concurrence loyale, hein, c'est-à-dire déjà pas d'entente entre les concurrents au niveau des prix, ça c'est normal. Mais également pas de dumping, pas de prix en dessous du prix de revient. Ça, c'est des choses qui sont, encore une fois, basiques, mais qui sont importantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler des concurrents, mais il faut faire attention à la façon dont on fait. C'est également beaucoup la relation avec les fournisseurs, hein. Bah, ne serait-ce que payer ses fournisseurs à l'heure, ça paraît basique, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Donc, et puis, vous ne pouvez pas les payer à 120 jours ou plus, hein. Et puis quand on va plus loin, c'est le commerce équitable. Comment je fais en sorte de faire de mes fournisseurs des partenaires? Et il y a toute la partie lutte contre la corruption, hein. On peut dire oui, en France, ouais, il n'y a pas de corruption. On peut se poser la question, hein. Moi, j'ai discuté avec des gens du BTP qui me disent, bon, des fois, pour avoir des marchés publics, c'est pas toujours très clair. Aujourd'hui, en France, on est également concerné. Après, c'est aussi tous les cadeaux clients qu'on va faire, recevoir, et ben, jusqu'où est la limite? Hein, un cadeau, est-ce que ça mérite d'avoir une affaire? On est vraiment sur des limites qui sont, la loi dit, une question de proportionnalité, hein. On peut offrir un stylo à un client ou à un prospect, ça, c'est pas un problème. Commencer à lui offrir une caisse de vin alors qu'il est encore que prospect, bah là, ça peut être vu comme corruption. Toute la partie prix d'intérêt également, hein. On peut faire travailler sa famille, hein, c'est pas, on a le droit, hein. Par contre, il faut faire attention comment on le fait. Voilà, ce sont des choses où on peut dire la corruption, ça ne nous concerne pas. Eh bien si, en France, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Ensuite, un chapitre qui me paraît mais très important, notamment quand on est indépendant, enfin, quel que soit le cas, de toute façon, c'est la relation client-consommateur. On parle de client quand on est en B2B et consommateur quand on est en B2C. Hein, grosso modo, c'est ça. Donc cette partie, maintenant, on reprend moi les termes de transparence et d'éthique, hein. Moi, j'ai coutume de dire que moi, vis-à-vis de mes clients, ben, je suis entièrement transparent. Mes prix sont très très clairs. Voilà, ils sont donnés. Ils peuvent être adaptés. Après, moi, je peux avoir aussi des prix solidaires sur un type de client. Bon, ça, c'est mon éthique personnelle, hein. Chacun fait un peu comme il veut. En tout cas, c'est affiché, c'est très très clair. Par exemple. Après, c'est quand on va avoir des produits, c'est s'intéresser à répondre aux attentes de ses clients. C'est toute la partie satisfaction du client. Hein, bah, comment on fait, comment on s'assure que le client est satisfait, hein. Est-ce qu'on lui pose la question? Est-ce qu'on a, bon, aujourd'hui, on a coutume d'être noté, hein, mettez combien d'étoiles? Ça, c'est pas seulement pour le fun, hein. Si c'est bien vraiment pris en compte et en prenant en compte les remarques et les suggestions de ses clients, bah, c'est un plus. Et tout ce qui est consommation durable, hein, c'est de se dire, là, c'est plutôt quand on a une production, qu'on va proposer des produits à nos clients, bah, c'est faire en sorte que les produits soient durables, réparables, recyclables, par exemple, hein, ce qui n'est quand même pas toujours le cas. Dans une société de consommation, hein, voilà, on a tendance à vouloir consommer toujours plus, donc on a envie de vendre des produits de plus en plus. Donc, ça peut amener
a changé son modèle économique. Hein. J'ai coutume de parler d'une entreprise qui est près de Grenoble, qui s'est mise à faire de plus en plus de location, de maintenance et de réparation plutôt que de vendre des produits neufs. Hein. Donc voilà, ça a complètement changé le modèle économique. Donc c'est des compresseurs, hein, c'est des gros modules industriels. Mais donc en changeant ce modèle, l'entreprise ne perd pas d'argent, on gagne autant, voire peut-être plus, ça c'est pas forcément le sujet, mais en tout cas reste rentable, mais a transformé son modèle économique de façon à ce qu'il y ait moins d'impact sur la planète. Donc ça, pour moi, c'est un chapitre fondamental, même s'ils le sont tous. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle développement local. En fait, c'est communauté et développement local, hein. C'est un peu impropre. Donc là, c'est le fait d'être, quand on est une société, on est dans un écosystème, hein, on n'est pas seul, comme je l'ai dit, hein, il faut prendre en compte les attentes des parties prenantes, mais c'est également, à côté de nous, on a peut-être des associations avec lesquelles on peut travailler. Ça peut être faire des dons à des associations, ça peut être aider à l'insertion, c'est favoriser les emplois locaux, ou travailler les clients locaux. C'est tout ce qui est implication dans le milieu local. Ça peut être au niveau éducation, ça peut être au niveau culture, et tous les partenariats qu'on peut nouer. Donc voilà. Donc voilà je dirais, les 7 chapitres de la norme ISO 26000 et qui constituent le périmètre RSE. Donc quand je vais dans une entreprise ou quand je travaille avec des indépendants, en général c'est plutôt avec un pool d'indépendants, eh bien on va parcourir l'ensemble des chapitres et après bon, on verra établir les priorités par rapport à la situation de l'entreprise. Alors, les enjeux. Quels sont les enjeux? Je peux vous poser la question de commencer dès maintenant. Alors, par exemple, c'est aligner l'entreprise sur les valeurs du dirigeant. Je reviens sur l'entreprise dont je parlais, qui a changé son modèle économique. C'était vraiment une entreprise familiale. Et un des fils qui a repris l'entreprise, a dit, moi, ça ne marche pas. Euh, on a un impact fort et négatif sur l'environnement avec nos gros compresseurs. Il faut changer les choses. Donc, il a mis en place cette politique RSE. Alors, c'est une entreprise en Isère qui a été la première entreprise labellisée en Isère RSE, quoi, et qui est aujourd'hui une société à mission. Société à mission, c'est encore plus loin que la RSE. C'est aussi une démarche positive pour se démarquer. Aujourd'hui encore, on a moins de 10% des entreprises, au sens large, hein, y compris les indépendants, qui ont une politique RSE. Ce qui fait que quand on a une politique RSE, ben, on arrive encore à se démarquer, à sortir de l'eau. Parce que de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, de nos clients, du marché, va demander des démarches RSE. Donc si on voit on peut communiquer là-dessus, ah bah tiens, on peut sortir de l'eau. Je dirais attention parce que dans quelques années, ce sera le contraire. C'est-à-dire que si on n'a pas de démarche RSE, eh ben on va se démarquer dans le sens inverse. C'est qu'on sera les seuls à pas avoir une politique RSE. Ça, c'est mon avis. Je l'espère en tout cas fortement. C'est-à-dire on sera meilleur pour la planète de manière générale. C'est aussi une démarche motivante pour les salariés. C'est vraiment un projet, il faut que ça soit pensé comme un projet d'entreprise. Hein. À chaque fois que je vais dans une PME, ou une TPE d'ailleurs, c'est de se dire, voilà, on met en place la démarche RSE, on embarque tout le monde, et les salariés sont eux-mêmes partie prenante. Et ça va vraiment motiver tout le monde. Hein, s'il y a des gens qui voulaient partir déjà, alors en général, ils restent, mais en plus, on implique vraiment tout le monde. Même si tout le monde n'aura pas forcément un rôle déterminant à jouer, en général, les gens vont jouer le jeu. Donc ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes de recrutement qu'on peut avoir, c'est aussi obtenir des financements attractifs. Hein. Toutes les banques, aujourd'hui, sont tenues par la loi, hein, de favoriser tout ce qui est fonds d'investissement, entreprises qui sont dans le développement durable. Donc, c'est une obligation légale. Alors, si on se débrouille bien, et c'est possible, hein, après ça dépend des banques, on peut arriver, quand on est une PME et qu'on a besoin d'un prêt, eh ben, d'aller voir sa banque et dire, regardez, moi j'ai une politique RSE, qu'est-ce que vous faites comme condition préférentielle par rapport à d'autres entreprises? Et les banques, moi je dis ça, c'est une personne, une entreprise industrielle près de Grenoble, ils sont 35, hein, ils ne sont pas très nombreux. Et ben, en fait, il a réussi à avoir un prêt à des taux intéressants auprès de sa banque parce qu'il avait une démarche RSE. Également les assurances. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est de la négociation. Hein. Si on se débrouille bien, une assurance, eh ben, normalement, on devrait faire une prime d'assurance, une police d'assurance qui soit moins chère. Parce qu'en fait, un assureur, enfin plutôt mettre en place une politique RSE, c'est mettre en place une gestion des risques. Donc un assureur, on va dire, aucun souci,
et dormira tranquille auprès d'assurer une entreprise qui a une démarche RSE, parce qu'il y a moins de risques pour les salariés, il y a moins de turnover, il y a moins d'accidents. Donc, en général, bah, il n'y a, pas besoin de faire beaucoup de remboursement. Donc là, je vous encourage également à aller voir votre assureur pour pouvoir demander de baisser les primes. Très souvent, une amélioration de la rentabilité. Alors, en fait, il y a une étude qui est maintenant à 3 ou 4 ans, hein, qui montrait, alors c'est une étude très sérieuse, c'est carrément quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus, qui a montré que les entreprises qui avaient une démarche RSE sont en moyenne 13% plus rentables que les autres. Alors, c'est assez complexe hein, comme étude. Bon, 13%, c'est une moyenne. Ça dépend bien sûr du secteur d'activité, ça dépend où on en est, voilà, mais en tout cas, c'est un investissement qui peut être à court ou moyen terme. Hein, en général, on sera plus rentable et surtout, on sera plus pérenne. Ça, c'est mon avis. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est souvent l'opportunité de changer son modèle économique. Hein, j'ai donné des exemples tout à l'heure. Après, les risques de ne pas le faire, bah, les risques, c'est en fait le marché demande de plus en plus de produits réparables, ou recyclés ou recyclables, voire les services. Hein, de plus en plus, on commence, je pense j'étais ce matin avec une personne qui est plutôt dans le marketing digital responsable. Eh ben, elle se démarque hein, parce qu'elle arrive à dire, bah, moi je sais faire des sites web qui sont moins gourmands en énergie, qui ne sont pas forcément plus chers et qui sont plus éco-responsables. Ça, c'est un exemple, c'est pas seulement un produit. Donc on demande aussi des produits et des services qui sont plus locaux et responsables. Hein, de nouveau, on atteint de responsables et aussi plus locaux. Alors ça, c'est important parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà le cas, mais les grands donneurs d'ordre, hein, les grands clients, ceux qui sont obligés d'avoir une politique RSE, vont demander eux-mêmes à leurs fournisseurs d'avoir une démarche RSE. Hein, j'étais avec une entreprise là, qui pareil, une 30 personnes à peu près, qui est une entreprise industrielle, qui veut travailler avec la SNCF. Et bien, la SNCF lui dit, ah ben non, moi, pour travailler avec moi, vous devez être EcoVadis 65. Je parlais d'EcoVadis tout à l'heure. Donc voilà. Il faut savoir qu'en 2026, 100% des appels d'offres publics devront avoir une clause RSE. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près à 25% suivant les régions et suivant les secteurs. Mais de toute façon, c'est une tendance lourde, je dirais. Et puis, alors, les jeunes diplômés, ça c'est clair, de plus en plus recherchent des entreprises réellement engagées et innovantes. Ils ont besoin d'avoir du sens dans le travail. Hein, ce qui est plutôt intéressant. Hein. Et notamment, plus ils sont qualifiés, hein, alors moi-même je suis ingénieur, donc je vois les élèves qui sortent de notre école d'ingénieur, et ben, vraiment sont motivés pour aller chercher des entreprises qui ont des marchés RSE. Hein. Voilà, donc ça c'est quand même assez important. Alors, je vais parler rapidement de tout ce qui est obligation, hein, parce qu'on me pose la question. Petit rappel, en 2014, la première directive RSE, c'était au niveau européen déjà, hein, demande un reporting obligatoire, ce qu'on appelait à l'époque la déclaration de performance extra-financière, des PEF, pour toutes les entités de plus de 500 salariés. Donc ça, c'est déjà le cas. Tous les grands groupes ont un reporting durable. Hein, on ne l'appelait pas, ou DPEF. 2025, maintenant, ça s'appelle vraiment reporting durable. Alors, c'est CSRD en anglais, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, il se trouve en fait qu'aujourd'hui, pour les questions de lobbying, à l'heure où je vous parle, la CSRD a été un peu repoussée, simplifiée, parce que donc, certains lobbies disent que c'est trop lourd pour les PME. En fait, c'est trop lourd, c'est pas forcément trop lourd. Non, il faut juste être raisonnable et pas demander à une PME de mettre en place les mêmes types de reporting qu'un grand groupe. Hein, et ça, c'est possible. En tout cas, c'est déjà, même si c'est un peu repoussé, c'était en place au niveau européen. En 2026, donc l'objectif, c'était que ça soit pour toutes les PME cotées, donc ça peut être moins de 250 salariés. Donc tout ceci, c'est un petit peu repoussé dans le temps, mais n'empêche que toutes les actions qui avaient déjà été engagées continuent d'être engagées. Et puis, en vrai, la question que je me pose, c'est 2030, par exemple, voire avant, hein. Pourquoi pas pour tout le monde? Moi, je suis indépendant. Alors, moi, je suis déjà prêt, hein. J'ai déjà fait mon reporting personnel, alors, personnel pour mon entreprise, hein, de coaching et de formation, avec des indicateurs simples. Et donc, je suis prêt même avant 2030. Et ben, j'encourage tout le monde à le faire. Alors, comment on déploie une démarche RSE? Donc, chez NeoCoach, donc, je vais remettre la démarche RSE au centre, hein, comme vous vous souvenez par rapport aux 7 chapitres. On a également 7 étapes. Donc la première étape, c'est former
et sensibiliser le personnel d'entreprise. Quand on a une TPE, on forme tout le monde. Hein. Alors, plus ou moins, peut-être parce qu'il y a peut-être des gens qui sont abandonnés, des commerciaux qui sont plus sur le terrain, qui n'ont pas une formation aussi poussée. Mais en tout cas, c'est important que tout le monde comprenne tous les enjeux de la RSE, hein. Chaque chapitre, qu'est-ce qui est derrière, et après, il y aura des plans d'action à mettre en place. Hein. Et quand on est une entreprise un peu plus importante, c'est au moins sensibiliser tout le monde. Et après, la sensibilisation, ça se fait avec le dirigeant. Ça peut être des notes internes, ça peut être une visio, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il faut que tout le monde soit sensibilisé au sujet. Deuxième étape, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est définir la raison d'être de l'entreprise dans son environnement. Pour nous, c'est vraiment par là qu'on va commencer. Après la formation générique, c'est OK, c'est quoi la raison d'être de mon activité? Pourquoi je suis là? Pourquoi mon entreprise existe? Et je vais donner du sens à mes salariés quand j'en ai, mais même en tant qu'indépendant, là, on a fait encore l'exercice de la raison d'être là, sur l'atelier lundi matin. Il y a 2 jours, eh ben, on avait des indépendants qui ont réfléchi à ouais, c'est quoi ma raison d'être, pourquoi je suis là, pourquoi je m'engage, à quoi je sers. C'est quelque chose qui est vraiment très très important et qui va après permettre de découler tout le reste. Troisième étape, c'est réaliser un diagnostic. Hein. Alors, le diagnostic, c'est dire, bah voilà, où j'en suis aujourd'hui par rapport à tous les chapitres de la RSE, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui est formalisé, qu'est-ce que j'ai mis en place qui n'est pas formalisé, qu'est-ce que je devrais mettre en place, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, qu'est-ce que j'ai en tête et que je n'ai pas encore eu le temps de faire. C'est tout ça là. Donc là, ça peut être, alors on va encore une fois, on va parcourir tous les chapitres de la RSE et puis on va regarder bah, ce qu'il y a, ce qui manque. Il y a beaucoup de choses, très souvent, ce dont on s'aperçoit, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais les dirigeants ne sont pas conscients que c'est lié à la RSE et qui sont aussi pas formalisés. Et donc, pas formalisés, ça veut dire que dans une entreprise, certaines personnes le connaissent, d'autres ne le connaissent pas, par exemple. Quand on fait le diagnostic, on va également interroger les parties prenantes. Parce que souvent, si on regarde uniquement sous le périmètre de l'entreprise, on va oublier les choses. Ou on va se dire, bah oui, mais mes clients, bah, nous, les coachs sont là pour interroger les clients, voir les fournisseurs, voir d'autres partenaires, pour savoir quelle est l'image qu'a l'entreprise par rapport à une responsabilité sociétale. Quatrième étape, une fois qu'on a fait le diagnostic et la raison d'être, on va écrire la politique d'engagement RSE. Donc là, on parle vraiment d'une vision, c'est lié à la stratégie. Hein. Pour nous, c'est indispensable de la stratégie. Hein. C'est-à-dire, c'est plutôt à 3 ans, ou 5 s'il y a besoin, hein, ça dépend. C'est quels sont mes engagements, mes grandes lignes directrices d'engagement RSE pour les 3 années ou 5 années à venir. Ensuite, en cinquième étape, on va en découler un plan d'action. Hein. Et un plan d'action, là, c'est vraiment opérationnel, avec un tableau, avec une action, avec un acteur, avec euh, un objectif à atteindre et avec un délai. C'est ça le plan d'action. Et après, en sixième étape, c'est très très lié, les 5 et 6 sont très très liés, c'est quand on va mesurer. Hein, notre plan d'action il est mis en place, très bien, ok, super. Maintenant, c'est comme les indicatifs de mesure. Pour faire en sorte que mon plan d'action, bah, je suis sûr qu'il avance. Hein. Et donc, je mesure, j'ai des indicateurs qui vont changer dans le temps. Hein. Souvent, au bout de 6 mois, on fait un bilan, on dit voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais on va revoir les indicateurs. Hein, l'idée, c'est qu'à la fin de la première année, on ait des indicateurs qui soient assez fiables et qu'on puisse après mesurer d'année en année. Hein. Donc, pour les grosses entreprises, c'est déjà en place de toute façon. Après, c'est plutôt pour les petites entreprises. Et enfin, septième étape, qui se fait déjà tout au long, hein, c'est communiquer. Hein. Alors, communiquer en interne, on le fait tout au long. Déjà, la première étape, c'est de la communication. Une fois qu'on a défini la raison d'être, on communique. À mon sens, on communique même déjà en externe. Hein. On n'est pas obligé, mais nous, on le conseille. Après, les modes de communication, ça se discute, ça dépend du secteur, de l'entreprise et où elle en est. Et en revanche, quand on a vraiment fait son plan d'action et qu'on a notre politique d'engagement RSE, donc là, c'est quand même bien de le communiquer en externe. Le met sur son site internet, par exemple, hein, ou sur des offres commerciales. Hein. Et puis, s'il y a besoin d'un label, je vais en parler après, ben, ça peut être un plus. Alors, communiquer, là, justement, euh, on pourrait s'arrêter, entre guillemets, là, parce qu'en fait, c'est une démarche d'amélioration continue qui ne s'arrête jamais. Mais on va proposer également, si c'est pertinent, de communiquer avec des outils. Donc, on peut avoir
une note, dont on va parler, ou un label RSE. Si on est dans un secteur concurrentiel où nos concurrents principaux sont déjà labellisés, bah là, il faut le faire. S'ils ne le sont pas, bah, ça peut être un choix de la direction, parce que forcément, c'est un coût derrière. Je commence par EcoVadis, c'est le plus connu. Alors, EcoVadis, c'est une entreprise française qui est aujourd'hui reconnue au niveau international et qui fait ce qu'on appelle un scoring en bon français, n'est-ce pas? Une notation éco-responsable ou RSE compatible. Donc en fait, ils envoient les questionnaires, c'est adapté vraiment à l'entreprise, c'est valable 1 an, même si maintenant il y a plusieurs types de formules. C'est demandé par beaucoup de donneurs d'ordre. Je vous donnais l'exemple de la SNCF tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé chez Schneider Electric, demande à tous ses fournisseurs d'avoir un score EcoVadis. C'est assez simple à mettre en œuvre. hein. Le tarif, il change. Je donne un exemple de tarif. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que ça dépend si on veut un rapport ou si on ne veut pas de rapport. C'est un ordre d'idée. Pour une petite entreprise, ça coûte jusqu'à 700 euros par an. Si c'est un peu plus gros, jusqu'à 950 et jusqu'à 1500 euros par an si on est un peu plus gros. Non, ça peut être plus important, plus ou moins important. Donc ça ressemble à ça. Après, c'est un extrait. Donc là, par exemple, on est silver et on a un score de 64 sur 100. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est un questionnaire très très long et très très complet sur tous les chapitres de la RSE. Donc, c'est que du déclaratif. Pour moi, le problème d'EcoVadis, c'est qu'uniquement du déclaratif. Alors, il faut prouver quand on dit, voilà, si on demande est-ce que vous gérez les déchets, c'est pas juste écrire oui ou non. Si je dis oui, je gère les déchets, c'est d'apporter une preuve par une procédure, par des choses qu'on a mises en place et qu'on va joindre au questionnaire. Mais malgré tout, bon, ça reste du déclaratif. Mais c'est toujours intéressant quand même, parce que ça peut donner des pistes. Par exemple, on dit, voilà, et si je prends cet exemple-là, on va pour les achats responsables, eh ben là, on est quand même un peu faible. Donc là, il y a un effort à faire au niveau des achats responsables, c'est-à-dire travailler avec des fournisseurs qui eux-mêmes sont sur une démarche RSE. Donc, par exemple, voilà. Donc, EcoVadis, il faut vraiment savoir que ça existe parce que c'est aujourd'hui la référence que tout le monde connaît dans le monde entier. Après, il y a différents labels. Je dirais, il y a 3 labels généralistes principaux. C'est le label Lucie 26000, qui est un label français, donc 26 000 comme le norme du 26 000, ou Engagé RSE, qui est un norme AFNOR, donc c'est également français. Donc ces 2 labels-là sont des labels français, hein, qui sont valables en général 3 ans, qui coûtent un peu plus cher, pour lequel il y a un audit qui est fait. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui vont venir en entreprise après avoir un premier questionnaire du style EcoVadis qui vont venir vérifier l'entreprise, la véracité des choses, qui vont poser les questions. Et là, ça va quand même beaucoup plus loin. Et forcément, c'est plus cher. Après, donc, c'est intéressant de pouvoir le montrer, et notamment si on a des entreprises qui sont dans le même secteur, qu'on a le même label. Je parle également du label B Corp, qu'on appelle B Corp, c'est Certified B Corporation. C'est un label américain qui s'applique plutôt aux sociétés de services, même si aujourd'hui on s'aperçoit que c'est un peu flou la frontière. Il y a aussi des sociétés de services qui sont labellisées Lucie et des industriels qui sont B Corp. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des labels généralistes. Après, on a des labels sectoriels. Si on n'a pas les moyens de se payer un label généraliste ou si c'est important de montrer un label sectoriel, bah, ça peut être entreprise biologique, finance responsable, RSE dans le BTP, etc. Ou des labels thématiques. Alors, qualité de vie au travail, donc ça veut dire qu'on a au moins une partie de la démarche RSE, sur la partie QVCT, sur les conditions de travail, le droit de l'homme normalement. Achat responsable, qui peut être spécifique, ou quand on est une entreprise liée au numérique, le label NR, numérique responsable, qui est lié à Lucie d'ailleurs, c'est une émanation de Lucie, bah, peut tout à fait suffire. On n'est pas obligé d'aller sur un gros label complet. On peut très bien, si je fais que de l'informatique par exemple, a fortiori si je suis indépendant, bah, avoir le label numérique responsable. Ou pour l'environnement en vol. Alors ce sont des exemples. Il y a énormément de labels sectoriels qui existent aujourd'hui. Donc ce ne sont pas les seuls. Ah bah, j'ai terminé. Ah oui, bah, je pensais que j'avais encore une carte derrière. Alors, je vais quand même un peu en parler. C'est qu'aujourd'hui, euh, en fait, en France, si je prends la France, la majorité des entreprises qui sont labellisées sont en région parisienne, ce qui est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de sièges, mais également il y en a beaucoup qui sont en région Val-de-Loire et en Aquitaine. Alors moi qui suis à Grenoble, en Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, je constate qu'il y a très très peu d'entreprises qui sont labellisées.
Donc, je trouve ça un peu dommage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément des démarches RSE, parce que notamment Grenoble est une ville qui est très, très, comment dire, consciente des enjeux environnementaux, mais on est plutôt sur des démarches qui sont volontaristes et pas forcément labellisées. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager d'une façon assez générique. Bah, finalement, j'ai tenu 45 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc, pour me contacter, donc moi, c'est Laurent Courdavo. Il y a mon email, mon numéro de téléphone. Donc, vous pouvez me contacter pour toutes les questions au sujet de la RSE. Pour faire, alors, moi, je fais également un pré-diagnostic. Hein. Je peux envoyer un questionnaire qui va donner un pré-diagnostic RSE qui va permettre après de savoir comment aller plus loin et peut-être pouvoir chiffrer une démarche. Je rappelle, bon, je ne l'ai pas écrit là-dessus, c'est que NeoCoach est certifié Calliope. Ça veut dire que quand je vais intervenir en entreprise, hein, bah, souvent, je vais utiliser le biais de la formation qui va permettre de se faire financer. Quand on est moins de 50 personnes, c'est quand même indépendant. Toutes les interventions que j'ai faites jusqu'à maintenant ont été financées par la formation. On a même, pour certains OPCO, donc ça va vraiment dépendre des secteurs et des régions, des fonds spécifiques liés à tout ce qui est transition environnementale. Donc, il n'y a même pas besoin de formation, il y a des fonds spécifiques. Mais là, ce n'est pas toujours facile à trouver. Pour information, je fais un atelier à distance qui aura lieu le 21 mai de 9 heures à 12h30. C'est un mercredi matin. Voilà, qui sera à distance, c'est-à-dire que tous les membres de Win or Win France peuvent se connecter. Alors, je limite à distance à 8 personnes. Hein, on a essayé 6 ou huit personnes maximum. Hein. Donc, bah, pour s'inscrire, il faut me contacter. Et il y aura bientôt sur les réseaux les formulaires d'inscription. Voilà pour moi. Donc, je remercie de l'attention et puis, encore une fois, je reste disponible. Voilà.